On a le sentiment que votre vision du monde nourrit au fin fond de l'Europe de l'Est. On a l'impression qu'elle est extrêmement défaitiste et on s'est demandé si vous aussi, vous pensiez que le pays que vous chérissez, Alain Finkielkraut, était en train de disparaître. Alors, ce pays que je chéris, dites-vous, oui, mais je le chéris depuis peu. Très longtemps, j'ai été français sans y penser. Ça ne représentait rien pour moi. J'étais à la recherche un peu fébrile de mon identité juive. Je ne m'interrogeais pas sur la France, sur son passé ou sur son avenir. Les choses ont commencé à changer quand ce que je tenais pour évident a cessé d'aller de soi. La langue, les mœurs, une certaine harmonie, une certaine cohésion sociale, la continuité historique. Et la France m'est devenue chère précisément quand je l'ai sentie fragile. J'ai été saisi alors de ce que Simone Veil appelle un patriotisme de compassion, c'est-à-dire la tendresse pour une chose fragile, précieuse et vulnérable. La France est soudain devenue, pour moi, la France toujours hantée par la grandeur, jusqu'à De Gaulle inclus, est devenue pour moi une petite nation, au sens que ce terme prend chez Kundera, c'est-à-dire un sens non géographique mais existentiel, une nation dont l'existence elle-même, justement, est en question. Alors voilà ce qui m'a conduit, presque malgré moi, à chérir la France, pour reprendre votre expression. Alors vous allez nous donner une date, mais d'abord je voudrais écouter Élie Chouraqui sur ce sentiment de déclin de la France. Alors, moi je suis comme Alain Finkielkraut, je chéris la France depuis longtemps et pour toujours, je pense. Mais c'est vrai qu'elle m'inquiète. C'est vrai qu'elle est, elle est angoissante, elle est inquiétante. Et d'ailleurs, regardez, c'est très intéressant parce que, alors on va parler de Zemmour évidemment tout de suite, parce que il y a un sondage qui a été fait autour de lui, tout le monde le critique, et en même temps, lorsqu'on pose les questions sur les gens sont-ils inquiets d'une France, ils sont d'accord, de leur France, ils sont d'accord à 50%. Quand on leur dit est-ce que vous avez peur, ils sont d'accord à 50%. C'est-à-dire que tout le monde dit oui, on est d'accord d'une certaine façon avec Zemmour. Hein. Dieu sait si je partage pas toutes les idées d'Éric Zemmour, mais tout le monde dit oui, on est d'accord avec lui. Mais en même temps, sur tous les plateaux de télévision, au niveau de tous les autres gouvernants et hommes politiques voulant accéder à la fonction suprême, il se fait détruire, bâcher, démolir, constamment traiter l'extrême droite. Moi, ce que j'aime, et ce que j'aimais dans la France, c'est quelle était la démocratie incarnée, c'est quelles étaient les lumières incarnées, c'est quelle est... Vous savez, la démocratie est née sur une place d'Athènes. À part, bon, il y avait évidemment que les hommes libres qui pouvaient parler entre eux, mais ces hommes libres parlaient librement. Tout le monde pouvait donner son point de vue. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dès que on sort de l'intelligentsia, dès qu'on sort des rails, on ne peut plus parler. Et c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'Alain va être d'accord avec moi. C'est extrêmement dangereux parce que ça signifie quoi? Ça signifie que la France glisse vers quelque chose qui n'est plus tout à fait la démocratie, vers quelque chose qui est une autre façon de voir le monde. Quand tout d'un coup, on a une partie de la presse qui démolit un seul homme, alors que très peu, en fait, essaient de le soutenir, ça veut dire qu'on ne laisse plus parler tout le monde. Et moi, pour moi, Zemmour qui est candidat est aussi important que Macron candidat, est aussi important que les Républicains, celui qui sera élu candidat, etc. Alors, Alain, de quoi ce Zemmour est-il le nom dans cette campagne électorale? Cette décadence inéluctable qui court à sa perte, comme il dit. Non, je ne sais pas. Écoutez, d'abord, de quoi Zemmour est-il le nom? C'est une question très intéressante, et d'autant plus intéressante que dans Le Monde est paru un article d'Ariane Chemin mettant en cause tous ceux qui auraient pu
légitimer les idées d'Éric Zemmour. Et il y a Jacques Julliard, il y a Marcel Gauchet, il y a et évidemment mon nom figure. J'aurais été très triste d'ailleurs de ne pas être moi-même dans une liste noire aussi prestigieuse. Mais c'est très intéressant. Vous n'êtes pas dans son clip, hein, déjà. Comment ? Vous n'êtes pas dans son clip, contrairement à BHL. Non, non, je ne suis pas dans son clip, et BHL est dans son clip en tant qu'ennemi, je ne suis pas dans son clip en tant qu'ami ni ennemi, mais je suis dans la liste noire du Monde. Et il est très intéressant de constater que, avec Le Monde, la presse progressiste réagit au phénomène Zemmour en ressuscitant la pratique macartiste de la liste noire. Mais bravo. Surtout, Gauchet est coupable parce qu'il dit le phénomène Zemmour a un effet positif sur l'agenda. L'Écho qu'il a rencontré a levé une série d'interdits et a posé des thèmes qui sont désormais incontournables. De ce point de vue, Zemmour a rendu service à la démocratie. Et en effet, les journaux qui le stigmatisent et nous stigmatisent plus généralement sont les mêmes journaux qui font l'impasse sur les agressions dont les policiers sont quotidiennement victimes, les violences qui éclatent dans les quartiers sensibles, les menaces de mort contre différents maires, des égorgements, etc., qui nous font vivre donc dans une France Potemkine, où il n'y aurait à peu près aucun problème, où le vivre ensemble irait de soi. Mais arrêtons une seconde avec Zemmour, avec l'obsession qu'il constitue, du fait, je dois dire, d'un certain nombre d'obsessions qui sont les siennes et d'une lecture très critiquable du passé national. Je prends deux exemples. Jean Daniel et Franz-Olivier Gisbert. Jean Daniel, on publie aujourd'hui un livre posthume, Réconcilier la France. Et dans ce livre, dans l'épilogue de ce livre, Jean Daniel rappelle un dialogue, ou nous révèle un dialogue qu'il a eu avec Mitterrand quand celui-ci était président. Et il lui dit, Président, le pays est en train de changer, le clocher de votre affiche électorale, dans peu de temps, vous le verrez entouré par 2 minarets. Et Jean Daniel ajoute, non pas à l'usage de Mitterrand mais du lecteur, n'est-il pas d'ailleurs vrai qu'un homme de gauche ne pourrait plus aujourd'hui faire sa campagne électorale comme Mitterrand l'avait fait en 81, avec une affiche représentant un petit village bien français avec son église. Si un homme de gauche ou une femme de gauche s'avisait de faire ça, toute une partie de l'intelligentsia déclarerait cette affiche nauséabonde. Et alors, deuxième exemple très intéressant, un livre plus récent, c'est Franz-Olivier Gisbert, qui a écrit sur une histoire intime de la Ve République. Il dit ceci: j'habite Marseille, capitale française du cosmopolitisme, ville-monde où je suis heureux et me sens chez moi, mais souvent, quand je me rends à pied à la gare Saint-Charles, en passant par la Canebière, j'ai le cœur serré parce que pendant le trajet, je n'ai entendu personne ou presque parler français. Que va-t-il arriver à notre langue? Donc voilà, il y a une angoisse existentielle. Cette langue, nous la pensions immortelle. Que va-t-il lui arriver? Est-ce que la France est en train de se fractionner de manière inexorable? Voilà toutes les questions que nous nous posons, et c'est de ces questions, c'est de cette angoisse que Éric Zemmour s'est saisi. C'est pourquoi d'ailleurs il a fait cette percée dans les sondages. Alors la question est de savoir s'il est à la hauteur de cette angoisse. Sans doute pas, et pour des raisons qui justifient la critique. Mais à partir de la critique de Zemmour, conclure qu'une telle angoisse elle-même a quelque chose de fasciste, ça me semble extrêmement grave et complètement stupide même. Alain,